Bienvenue dans le webinaire WIMEC du mois de novembre. C'est le premier séminaire que j'ai le plaisir d'animer avec vous. Donc, je vais me présenter très rapidement puisque ce n'est pas l'objet de la réunion. Je m'appelle Dominique Follu, je suis le nouveau directeur de WIMEC. Je suis arrivé début septembre. Je viens de l'École nationale supérieure maritime où j'étais directeur de la recherche. J'ai travaillé notamment sur les EMR et puis avant aussi, j'ai eu un passé dans les EMR. Ce soir, nous accueillons Guillaume Auger. Alors, Guillaume travaille au laboratoire Léa à l'École centrale de Nantes et il est chef de l'équipe de modélisation numérique en hydrodynamique pour la santé et l'ingénierie, l'équipe Mélusine. Il a soutenu une thèse en 2006 sur les aspects théoriques de la méthode SPH, Smooth Particle Hydrodynamics, et les applications à l'hydrodynamique en surface libre pour les spécialistes du domaine. On va parler ce soir de deux projets qui sont très complémentaires puisqu'ils se suivent et se complètent. Le premier, c'est le projet EcosFarm qui a permis de réaliser un couplage entre un outil de simulation d'écoulement turbulent et un outil spécifique de simulation d'éoliennes. Et puis le deuxième, Atmosfarm, qui a été optimisé, notamment en intégrant toute la dimension réaliste, les conditions réelles que l'on peut retrouver dans l'atmosphère avec l'intégration de couches limites. Alors, je vais laisser la parole à Guillaume. Juste quelques règles pour ce webinaire. Votre caméra et votre micro sont coupés. Pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le bouton QR en bas. On répondra à vos questions à la fin de la présentation de Guillaume et on essaiera d'en traiter bien sûr un maximum. Donc n'hésitez pas à poser des questions et on les traitera au fur et à mesure. Et puis, je te laisse la parole, Guillaume, et nous t'écoutons. Merci Dominique, bonjour à tous. Donc effectivement, comme tu viens de le dire Dominique, je vais présenter deux projets consécutifs WIMEC, EcoFarm et Atmosfarm. Donc l'idée c'est à terme d'obtenir un outil de simulation de fermes d'éoliennes, notamment par modélisation des interactions de sillage en vue de l'optimisation de ces fermes. Alors, là j'ai un souci, la slide ne veut pas, ça marche à la répétition, mais pas... C'est l'effet des mots. Ah, ça y est, c'est mon ordi qui refusait. Donc, en fait, ce projet, on l'a ici un petit peu sous forme synthétique, en graphique. Il est centré autour du serveur Gridflow, un serveur CFD qu'on a développé au Léa, qu'on développe toujours au Léa depuis 2009, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, ce code est responsable de la simulation en fait, du domaine fluide, de l'air typiquement. Et puis, on vient, dans le projet EcoFarm, on est venu le coupler avec la librairie FAST, développée par le NREL. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment un modèle d'Aquator, en l'occurrence d'Aquator Line, pour modéliser les éoliennes, et puis ensuite ces termes sources qui sont donnés par FAST vont pouvoir permettre de modéliser le disque rotor et ensuite le sillage propagé par Gridflow dans le tour de l'écoulement. C'est comme ça qu'on va faire interagir les différentes éoliennes. Je vais y revenir. Dans ce projet, il y avait aussi donc les partenaires Nextflow, qui est notre partenaire aujourd'hui Siemens, qui est notre partenaire de valorisation des outils développés au Léa, et DICE, puisque alors c'était ambitieux, on n'est pas allé jusque-là malheureusement, mais on comptait aussi ensuite, après ce couplage, injecter une fonctionnalité de contrôle, une stratégie de pilotage des turbines. Et puis, il y avait aussi IRENA pour toute la partie électrique. Donc, bon, malheureusement, on a eu des difficultés sur ce couplage. On a pris un petit peu de retard, on n'a pas pu aller jusque-là. Et on a dû s'arrêter au couplage de CryptoFast. Et je vais présenter un petit peu les résultats qu'on a obtenus. Alors, ce projet EcoFarm, il a été monté par Baptiste Elie. C'est une suite logique de son travail de thèse. Il était en thèse CIFRE-Alstom à l'époque, sur la modélisation de fermes d'hydroliennes. Alors, je vous invite à lire sa thèse ici, et puis une publique qu'on a écrite, qu'il a écrite, et on l'a aidé à l'écrire, mais sur ce travail-là, finalement, de thèse de modélisation hydrolienne. On a ici
une illustration de ce que ça peut donner. On voit, alors c'est un couplage one-way, unidirectionnel, c'est-à-dire qu'on a mis les termes source fast, on considère la vitesse incidente comme constante et on fait cette modélisation. Dans cette modélisation, on voit une topologie qui correspondrait au rat Blanchard. Donc, on pouvait prendre en compte la bathymétrie. Donc, on a monté ce projet EcoFarm autour du code Gridflow. Là, je vous donne, si vous voyez mon curseur, les fonctionnalités un peu qu'on voulait pour ce code. C'est un code volume fini pour les propriétés de conservation du volume fini. C'est un code qui s'intéresse uniquement aux descriptions de grilles cartésiennes, en description valérienne, avec une connotation importante sur les méthodes de haut ordre, notamment avec pour le schéma spatial du Bueno d'ordre 5, et puis le rouge-couta 4 pour la partie temporelle. Au départ, on faisait du faiblement compressible, pour avoir une résolution totalement explicite. Dans ce que je vais présenter, on va voir qu'on a vite switché sur une version incompressible semi-implicite. Je vais en parler juste après. Et puis, on prend en compte aussi les géométries via de l'immerse boundary. Ça permet par exemple pour les éoliennes de prendre en compte la nacelle, le mât. Et ce qui est intéressant aussi pour pouvoir concentrer la résolution spatiale dans les endroits où on souhaite, c'est un raffinement adaptatif de maillage. Le tout est basé sur une parallélisation massive. On a ici les courbes de performance parallèle. Elles datent un peu, mais je pense qu'on n'a pas dû les perdre depuis, j'espère. Jusqu'à plus de 1000 cœurs, on scalait avec à peu près 95% d'efficacité et même plus. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Ce qui nous permet d'accélérer largement les simulations. Alors, je vais passer assez vite là-dessus parce que c'est pas l'objet de cette présentation. Le raffinement adaptatif est basé sur un log tree qu'on a optimisé pour pouvoir masquer les communications MPI et de sorte que chaque processus soit chargé de façon à peu près équivalente les uns les autres, de sorte de pouvoir avoir une distribution des charges homogène. Ouais, je vous propose ici un exemple, je sais pas que la vidéo passe aussi, où c'est un profil Dakar Renos 1000, on montre un petit peu l'intérêt de ce raffinement adaptatif, où on a pu valider par ailleurs avec d'autres solutions numériques. On voit un petit peu l'intérêt en termes de précision et de coût de calcul d'avoir de tels raffinements adaptatifs de maillage. Je passe assez vite aussi là-dessus, mais dès le début d'EcoFarm, on est passé sur une formulation non plus faiblement compressible qui malheureusement donnait des petits pas de temps via les contraintes CFL. On est passé à une formulation incompressible avec un schéma de projection de type Chorin et puis une résolution des équations de Poisson qu'on a placé sous Pletsy, c'était plus simple, pour aller bien avec la parallélisation. On a gardé le schéma Bueno 5 pour la partie convective, ce qui nous permet d'avoir des diffusions numériques faibles. C'est l'avantage notamment pour propager du sillage. Et bien sûr, pour éviter des problèmes de découplage pair-impair, on a utilisé des variables décalées, ce qui peut un peu complexifier le système. Mais tout de suite, je vais jeter attention sur la présence du terme source F ici, qui bien sûr peut être utilisé pour mettre la gravité, typiquement ce qu'on va faire, mais aussi pour prendre en compte les termes d'immerse boundary, de frontières immergées, et aussi les termes sources de fast. Alors, pour prendre en compte les pales de l'éolienne, le choix retenu comme technique, c'est la Cotter Line. Et dans l'équation d'advection qui est ici, on va donc prendre le terme de source F ici et faire en sorte qu'il soit calculé par FAST le plus proprement possible. Alors, à une vitesse incidente donnée, FAST, à chaque élément de pale, va nous renvoyer des forces locales, mais en coordonnées polaires. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir des termes, par exemple, si on a cette cellule J ici, qui est une cellule polaire, on va avoir tous les termes sur cette roue. Ce qui se passe, c'est que dans Gridflow, on a une description cartésienne. Donc, à chaque cellule cartésienne, il faut qu'on ait une conformation entre cette description polaire et cette description cartésienne. Pour ce faire, on a utilisé une méthode basée un peu sur le savoir-faire qu'on a au Léa sur la méthode SPH. On utilise des noyaux régularisants. Alors, tout est détaillé plus précisément dans cette publi que je cite ici en bas, et que je vous invite à lire pour avoir plus de détails. On a fait en fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que d'une part, on fait la conformation passage du polaire à la grille cartésienne de Gridflow, mais en plus, on en profite pour donner une certaine largeur, une certaine épaisseur quasi physique de blade. On pourrait même appeler ça non plus une vector line method, mais une vector blade method. Je ne sais pas si ça peut se dire. Et toujours en utilisant ces noyaux et en travaillant un petit peu mathématiquement la manière dont on va distribuer ces termes de source dans l'espace, on arrive à modéliser quelque chose qui
a le plus de physique possible par rapport au blade, tout en utilisant un modèle. C'est vraiment le modèle donné par la librairie FAST. Le couplage en lui-même, au bout de la thèse de Baptiste, il était one way. Finalement, on l'a passé en bidirectionnel. L'idée, c'est qu'on puisse avoir une véritable interaction entre FAST et puis RITFO, c'est-à-dire entre les modèles actuateurs et puis les sillages, de sorte d'avoir une véritable interaction inter-éolienne, entre guillemets. Donc, dans le couplage, GridFlow envoie la vitesse locale du fluide, calculée à chaque pas de temps en amont de chaque élément de pale. Donc, via un système MPI, GridFlow envoie cette vitesse à FAST. FAST en déduit les forces locales et renvoie toutes ces forces sur cette fameuse roue polaire dont je parlais à l'instant. On avait plusieurs techniques de couplage possibles. Il y avait le CPS, qui est un couplage parallèle, ou le CSS, qui est un couplage série. Dans les faits, on a choisi le CSS, il est plus stable. Donc, comment ça se passe? GridFlow fait son calcul. Au bout du pas de temps T plus D, au bout du pas de temps d'été, on a un champ de vitesse. Ce champ de vitesse est envoyé via MPI à la librairie FAST. Et FAST avance son temps jusqu'au pas de temps et on resynchronise, etc. La technique qui est utilisée, c'est un petit peu le graphe qu'il y a ici. C'est donc on a un monde MPI pour le solver GridFlow, qu'on appelle WCCH avant, j'ai oublié de changer de nom ici. Dans ce grand monde MPI comme Word, on a tous ces processus, quelques processus donc, de GridFlow, et puis un processus par éolienne. Par exemple, ici, on aurait un calcul avec 4 éoliennes, et donc un processus MPI par éolienne. Donc 4 processus fast si on a 4 éoliennes. Et donc, pour chaque processus, FAST peut communiquer avec tous les processus de GridFlow. Et tous les processus de GridFlow peuvent communiquer à tous les processus FAST. Les possibilités qui sont offertes et attendues par cet outil, c'est donc la simulation de sillage lointain et bien sûr leurs interactions, de la faible diffusion numérique grâce à des schémas spatiaux d'ordre élevé, un schéma Ueno d'ordre 5 en l'occurrence, plus la grille AMR où on va pouvoir localement raffiner l'émaillage. Où est-ce qu'on va raffiner? On va raffiner dans la région du sillage, évidemment, et de la zone du rotor, des pales du rotor. Grâce aux frontières émergées, on peut prendre en compte la nacelle et le mât. En l'occurrence, dans ce que je vais montrer, on n'a pas pris en compte le mât parce que ça n'était pas forcément significatif a priori, mais on peut très bien le prendre en compte. Et ces frontières émergées, elles ont aussi l'avantage de, sans trop se complexifier la vie à adapter du maillage, pas d'adaptation de maillage pas maillage adapté, en tout cas, pour prendre en compte des formes complexes. On peut mettre n'importe quelle forme complexe pourvu qu'on ait un fichier, par exemple STL, de cette géométrie. Et rien ne s'oppose à ce que cette géométrie bouge. Si on veut faire par exemple de l'éolien flottant, qu'on veut prendre en compte un problème mobile de tout ça, typiquement, rien ne l'empêcherait. Même si, dans ce que je vais présenter aujourd'hui, on est en short, tout est fixe. Les effets physiques dont on attend qu'ils soient capturables, on voit qu'on sait les capturer. Baptiste avait fait ces snapshots assez intéressants à l'époque. On peut capturer donc, les tourbillons de bout de pale et de pied de pale, et on peut avoir différents effets 3D autour de la pale. En termes de validation, on a fait plusieurs cas de validation et j'ai pas vu. J'ai 2 projets à présenter, j'ai dû faire une sélection, je ne vais pas tout présenter. Je vais m'attaquer directement à ce problème présenté dans Pirella et Tal. On a fait NTNU, on fait des expérimentations sous Fleury de 2 éoliennes alignées. C'est ce qu'on appelle le blind test 2. Beaucoup de gens doivent connaître ce cas test. On voit les caractéristiques des éoliennes qui ont été choisies en bas de l'écran avec leur régime de fonctionnement. Et puis au milieu ici, on voit la façon dont on a pu faire cette simulation. On a donc tout le domaine ici en pointillé, le domaine 3D, avec toutes ces cellules cartésiennes. On a raffiné à peu près dans les plans que vous voyez ici, mais de façon volumique, donc dans le rotor et dans la zone des 2 sillages consécutifs. À l'entrée, on met une inlet où on impose la vitesse incidente de la soufflerie, telle que demandé dans l'expé. On a les 2 modèles de turbines. C'est là que FAST interagit et via GridFlow, on voit ces termes de source à GridFlow, et les hubs, les nacelles. Et puis pour le reste la sortie, on laisse le fluide s'évacuer, des conditions assez classiques d'outlet. Et sur les bords, on a utilisé des conditions de glissement. N'ayant pas envie de spécialement faire des raffinements pour avoir la couche limite ici, ça sera plutôt dans l'atmosphère qu'on va discuter de ça.
Dans ce projet Ecofarm, on a validé avec deux types de raffinement. Un raffinement grossier et puis quasiment x2 en termes de raffinement. On les appelle Blend Test 2, donc BT2 ou BT2 Refine. BT2, c'est la version donc, grossière. On voit un peu le résultat là-haut et c'est la version raffinée ici en bas. On voit notamment que on a un contenu beaucoup plus large en termes de sillage. On a des champs beaucoup plus complexes. On capture beaucoup plus d'effets, comme attendu. On voit aussi que pour un calcul qui a été fait sur 240 cœurs dans les deux cas, on passe de 4 heures de calcul à 48 heures. Évidemment, ça c'est une chose. Pour donner un ordre d'idée, le premier cas grossier, c'est à peu près 40 cellules dans le diamètre du rotor. L'autre, c'est 64 cellules dans le diamètre du rotor. Donc, on voit aussi que assez vite, entre guillemets, même si en 3D, le nombre de cellules augmente drastiquement quand on fait ça, mais assez vite, en augmentant un petit peu la résolution spatiale, on capture beaucoup plus de choses et ça va très vite. Notamment, c'est l'effet du Bueno 5e ordre. On voit à gauche, à un instant donné, une comparaison entre ces deux sillages, ici représentés en isovorticité, un avec la vitesse longitudinale, x étant l'axe de rotor. On a comparé, alors, je vous invite à aller plus loin, encore une fois, dans tout ce que je montre ici, si ça vous intéresse, dans cette publication dans Renewable Energy en 2022, où on a comparé avec les différents résultats qui sont présentés dans Pirella et al. D'autres, ça porte bien son nom, blind test, d'autres personnes, d'autres équipes ont pu modéliser le même cas, et puis on compare un petit peu nos résultats avec, en termes d'erreurs par rapport à l'XP et avec leurs erreurs à eux. On voit que, donc, autant pour le cas grossier, donc la première ligne ici, on a quand même des pourcentages d'erreurs qui sont assez importants, autant pour le cas raffiné, non seulement les erreurs sont faibles, mais par rapport à d'autres équipes, on se place plutôt pas mal. C'est très encourageant, c'est quelque chose dont on était très content avec Baptiste, c'était pas forcément gagné, et pour un premier geste, c'était pas mal. On voit ici, alors, un graphe un peu résultat. La colonne de gauche, c'est la version grossière. La colonne de droite, c'est la version raffinée. En haut, c'est le profil de vitesse adimensionnel. Et à différentes distances du rotor, x sur d égale 1, x sur d égale 2,5, x sur d égale 4. En bas, c'est l'intensité de turbulence moyenne. On voit que donc, les expérimentations sont en pointillé et les courbes les courbes pleines sont nos résultats. Donc pour la partie grossière, on voit qu'on est déjà pas si mal, d'autant mieux qu'on s'éloigne quand même du disque rotor, ce qui est un résultat attendu. Hein. On va prendre directement pour le cas raffiné, on voit qu'on est pas mal du tout, AX sur D égale 4 en fait. AX sur D égale 2,5, déjà moins bien, et X sur D égale 1, quand on est au proche du rotor, là, c'est pas aussi bon. Ce qui est attendu pour la méthode Equator Line, il n'y a pas de mystère, c'est quelque chose qui est tout à fait connu. Donc, pas de quoi s'en étonner. Et de toute façon, ce qu'on voulait dans ce projet, c'est de ne pas avoir une trop forte complexité sur les actuateurs, donc le modèle Equator Line, quitte à y perdre proche de l'Equator Line, mais d'être capable de, au loin, avec un sillage lointain, là, propager quelque chose de pertinent pour pouvoir faire cette interaction entre les éoliennes. Alors, le bilan de ce projet Ecofarm, c'est déjà le développement d'une méthode originale d'Equator Line, hein, basée sur des noyaux régularisants. C'est quelque chose qui qui n'est pas forcément commun, et je pense que c'est assez pertinent. La mise en place d'un couplage entre liquid flow et fast, en two-way, hein, bidirectionnel, où vraiment il y a interaction entre le champ de vitesse obtenu parce que fast donne des termes de source, qui redonne du coup un champ de vitesse qui redonne des termes de source. C'est vraiment un double couplage. On a validé sur le câble PS2 avec des résultats qui sont pas mal. On obtenait, parce que ce projet est terminé depuis un certain temps maintenant, un outil capable de modéliser une ferme d'éoliennes, mais pas à l'échelle réelle, et donc pas de possibilité, à l'époque c'était pas prévu, de capturer, de prendre en compte la couche limite atmosphérique. D'où la nécessité de poursuivre les travaux pour prendre en compte cette couche limite atmosphérique, et d'où la naissance de ce deuxième projet, Atmosfarm. À l'époque, c'est Philippe Baclec qui nous avait dit que quand même, il nous invitait à monter ce projet, hein, en disant c'est quand même pas mal ce que vous obtenez. Le souci, c'est que ça ne va pas intéresser grand monde si vous n'êtes pas capable de prendre en compte la couche limite atmosphérique. Ce qu'on comprend très bien. C'est vraiment le passage à l'échelle.
D'où ce montage de projet que Louis Doutot, qui est toujours en postdoc sur ce projet, qui va finir bientôt, hein, le projet se termine incessamment, sur lequel il a travaillé, c'est lui qui a monté ce projet. Dans ce projet, il y a 3 partenaires, c'est Léa, Nestlé, je veux dire, d'habitude, hein, de valorisation, et aussi le NCAR, le National Center for Atmospheric Research, qui, si j'ai bien compris, sont à Boulder, qui sont quasi voisins du NREL, et qui sont spécialisés dans notamment les questions atmosphériques, et notamment via un code de Peter Sullivan, un code LES, dont je vais reparler rapidement tout à l'heure. Dans ce projet Atmosfarm, le but, c'est donc le passage à l'échelle, clairement. Donc, on reprend ce qui a été fait dans EcoFarm et on passe à l'échelle, non sans d'abord faire une couche d'amélioration, d'optimisation et d'accélération. Louis a trouvé des bugs, je vais en discuter, on va vous montrer d'autres résultats sur Blind Test 2 après son action, et c'est assez intéressant. Et puis, bien sûr, l'autre panel, l'autre brique prévue dans le projet Atmosfarm, c'est le passage à l'échelle avec une prise en compte de la couche limite atmosphérique. Alors, on passe tout de suite aux améliorations. Pour différentes, c'est vrai qu'une implémentation qui est assez complexe, donc on avait dû laisser des choses, hein, des bugs, des approximations dans l'algorithmique au cours du projet EcoFarm. Louis, avec son regard tout neuf et ses compétences, a pu ouvrir le moteur et puis voir un petit peu ce qui n'allait pas, corriger ce qui n'allait pas, accélérer des routines aussi. Et en relançant le Blind Test 2, là au passage, on a l'occasion de voir un petit peu un film, simulation de cette rapide, ça. Ce que ça peut donner en ISO contour de vorticité. On voit ici donc les courbes expérimentales du Blind Test 2 avec sur des égales 1, 2,5 et 4. Et on compare donc les XP, les résultats qu'on avait avec EcoFarm, qu'on a remis ici, et les nouveaux résultats obtenus par Louis pendant le projet Atmosfarm. On voit que des choses qui pouvaient peut-être paraître bizarres d'ailleurs ont été littéralement éliminées. On est beaucoup plus proche des expérimentations. Donc là, il y a un véritable gain, au moins sur la précision, une amélioration substantielle des résultats. Oui, c'est ça. Et une accélération des calculs aussi. Là, je ne vais pas trop en parler, c'est pas trop le but, mais on a aussi, notamment pour des gros cas, pas mal amélioré les performances, notamment en termes d'initialisation sur des gros maillages. Bon, ça, je le passe. Louis s'est intéressé aussi à une autre question sur laquelle on n'avait pas trop creusé avec Baptiste à l'époque dans EcoFarm, c'est la question de phase V8. Donc, sur un cas du blind test, le CP et le CT, on voit qu'on a 10% de différence par rapport à l'expérimental. Or, vu qu'on couple avec FAST, évidemment, si FAST fait de l'erreur, nous, on ne peut qu'en faire plus et accentuer ces erreurs par ailleurs. Il a retesté avec OpenFast et avec les développements qui ont été faits dans Aerodine, on retrouve les 10% d'écart. Donc, les préconisations de Louis Doutot dans le projet Atmosfarm, c'est si on veut continuer, en tout cas, il faut utiliser non plus phase de 8, mais passer à un couplage avec OpenFast, notamment pour limiter les erreurs sur les CP et CT. Le projet Atmosfarm, sa méthodologie, c'est quoi? C'est on reprend toute la brique EcoFarm, je ne vais pas revenir dessus, avec le couplage entre QuickFlow et FAST, plus optimisation de Louis et ses améliorations. Et on vient coupler, cette fois-ci, non pas à FAST, ça c'est déjà fait, mais avec le code LES du NCAR. C'est un code qui a été développé par Peter Sullivan, qui est un code LES, vraiment adapté pour les couches limites atmosphériques. Et c'est grâce à ça qu'on va essayer de faire le passage d'échelle. On a essayé de faire le passage d'échelle. Donc, en gros, le flowchart, c'est à un instant donné, on calcule, enfin, on va jusqu'à un instant T pour calculer toute la couche limite atmosphérique dans tout le domaine de calcul, qui sera celui de grid flow. On impose en temps réel, à l'entrée et sur les frontières, je vais y revenir, la solution de vitesse calculée par ce code LES, qui est vraiment adapté aux couches limites atmosphériques, qui ne fait que ça, mais qui le fait bien, on peut attendre. Et puis, à ça, on fait comme ce qu'on a présenté dans EcoFarm, on couple GridFlow et FAST. Donc, en gros, c'est resynthétiser ici ce que je viens de dire. Au début de la simulation, on impose tout le champ de vitesse par tout le domaine via la solution du code LES du NCAR. Pendant la simulation, à chaque instant, on impose les vitesses pures en inlet et puis une vitesse relaxée, avec une zone de relaxation aux autres frontières
Louis a fait ces développements-là en montrant qu'il y a une meilleure convergence, ce qui n'est pas trop étonnant, parce qu'on a quand même deux champs avec deux méthodes qui ne seront pas forcément les mêmes, de faire en sorte que ça puisse fonctionner, faire une zone de relaxation, c'est quand même, ça peut paraître un petit peu logique. Mais bon, c'est des choses qu'il faut creuser, encore une fois. Et puis, il y a des communications régulières entre Gridflow et le code LES. Typiquement, tout est mis dans un environnement MPI. Donc, l'environnement MPI qui avait été développé dans EcoFarm avec Gridflow et Fast, eh bien, on crée un nouveau sous-monde dans lequel on vient mettre ce code LES, qui lui-même est fortement parallélisé, massivement parallélisé, hein, pour accélérer les calculs. Et puis, via des communications. Alors, en première approximation, c'est du all-to-all. Pour ceux qui font du MPI, on sait que c'est du lourd parce que c'est quand même des coms qui sont des coms ultra collectives et ultra massives. On fait en fait des échanges de paquets de données de tous les procs à tous les procs. All to all, tout est dans le texte. Cela dit, en première approximation, c'est plus simple et on voit que quand il y a beaucoup de processeurs, ça permet quand même d'utiliser toute la couche d'optimisation de l'MPI, donc c'est intéressant. Il y a encore des optimisations possibles, encore du travail, c'est sûr. C'est une première ébauche, hein, ce qu'on a fait là, mais il reste des coûts de mémoire assez importants, c'est des choses qui peuvent être aussi peut-être optimisées. Pas d'interaction entre le code LES et Fast. Il n'y a que des interactions entre Gridflow et Fast, entre Fast et Gridflow, entre Gridflow et le code LES et entre le code LES et Gridflow, mais pas de communication LES-Fast. Il n'y a pas lieu. Pour la version LES du NCAR, ce n'est pas exactement celle d'origine de Peter du NCAR. C'est une version qu'il avait passée via des collaborations passées, notamment au travers de la thèse de Marie Gatlin et de Yad Paskin plus récemment, qui, l'un à la suite de l'autre, ont modifié ce code et l'ont amélioré, notamment en termes de plus d'algorithmique et de structure du code qu'autre chose. Je ne peux pas trop en parler parce que c'est eux qui sont experts là-dessus. Si j'ai bien compris, c'est plutôt l'algorithmique. Mais du coup, on a hérité de ces améliorations. En termes de maillage, le code LES du NCAR utilise donc un raffinement local à ras du sol, ce qui est logique. C'est là qu'on veut précipiter toute la résolution spatiale. Et puis, dans Gridflow, on a tout à fait autre chose. On a un raffinement local qui va être autour du sillage et des disques d'actuateurs. Et donc, ce qui a été fait par Louis, c'est une adaptation spécifique, en l'occurrence une interpolation grille à grille, pour compenser ces problèmes de différentes tailles de mailles, pour pouvoir réaliser ce couplage, et notamment ce forcing, parce qu'en fait, c'est du forcing entre le code LES et puis Gridflow. Alors, vraiment du forcing, et c'est one-way, peut-être insister là-dessus, j'insiste pas beaucoup là-dessus. C'est du one-way, c'est-à-dire que le code LES du NCAR impose ces vitesses aux frontières et on compte sur Gridflow pour propager cette turbulence ensuite. En revanche, Gridflow ne réinteragit pas sur le code LES. C'est vraiment un forcing one-way. Actuellement, il n'y a pas de page de raffinement aux frontières côté Gridflow. C'est quelque chose qui pourrait être fait, qui devrait être fait, je pense. Ce serait intéressant de le faire, mais ce sera pour une prochaine étape. Et en termes de vérification du couplage, c'est pareil, on n'a pas eu le temps, là aussi on a pris un peu de retard, on n'a pas eu le temps d'aller au bout de ce qu'on voulait faire, mais Louis a pu on va dire, commencer les validations, notamment sur un maillage Gridflow uniforme, et en faisant un suivi de la vitesse moyenne dans le domaine. Vous voyez ici un exemple. Du coup, il y a une question qui se pose, c'est comment valider tout ça. On a eu un problème là-dessus, c'est qu'on pensait qu'on trouverait quand même des cas à l'échelle avec une ou plusieurs éoliennes en interaction dans une couche atmosphérique donnée avec des résultats XP et pouvoir comparer. Bon, c'est vrai qu'on s'y est pris relativement tard, on avait du retard, mais on n'a pas spécialement trouvé. Je peux faire un appel officiel s'il y a des choses sur lesquelles on peut valider. Si dans les gens qui m'écoutent, il y a des données ou des publics qui peuvent, dont ils ont entendu parler ou lu, qui connaissent bien, ça m'intéresse, ça nous intéresse. Du coup, on se contente déjà pour voir si voir la faisabilité du travail qui a été effectué, de faire un passage à l'échelle, mais sur un cas démonstratif. Bon, de façon arbitraire, on a choisi un cas à 6 éoliennes, NREL 5 MW. On prend en compte la couche humide atmosphérique avec un certain spectre. Il faudrait demander à Louis pour les détails, c'est lui qui a fait ce travail-là. On est sur un domaine qui fait 1,5 km par 1,2 km par 300 mètres, avec une taille de maille au plus raffinée qui est de l'ordre de 2 mètres.
Et bien sûr, c'est raffiné, alors on ne voit pas ici le maillage, mais raffiné dans les zones du disque actuateur et des sillages, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Un pas de temps qui est de l'ordre de 6-10,3 secondes et avec en tout un résultat d'un calcul qui prend en compte 58 millions de cellules. Le temps physique sur lequel on a pu simuler, c'est 2 minutes 20 en utilisant 572 CPU. La simulation a duré 6 jours. C'est pour donner un peu l'ordre de grandeur des performances. Dans ce calcul, 518 processus ont été consacrés à Gridflow, 48 processus au code LES de Peter et 6 processus fast, un processus par éolienne. On voit ici les tailles d'éoliennes. Les 15 mètres ici correspondent à la puissance de la zone de relaxation. Et Louis m'a passé ce film qu'il a pu faire. Alors là, on voit ces six éoliennes dès le début du calcul, sur la durée. Et on voit les isovorticités teintes en magnitude de vitesse. Alors, c'est démonstratif, hein, encore une fois, c'est quelque chose, faut voir un petit peu en termes de validation. Là, c'est déjà pour nous rassurer, ça fonctionne, on peut faire des interactions de sillage, on a un outil qui serait prêt. Que vaut-il en termes de précision avec la prise en compte de cette couche limite atmosphérique? Bon, là, on ne peut que spéculer. Voilà. Alors, pour arriver au bilan du projet, c'est que le bilan du projet Atmosphère, c'est que c'est une poursuite des travaux qui avaient été initiés avec Baptiste au cours du projet EcoFarm. On a fait une optimisation et une amélioration des routines qui avaient été initiées dans EcoFarm. Amélioration tant sur le plan de précision que sur le plan de la vitesse de calcul. Notamment, comme je disais tout à l'heure, on a pas mal accéléré les routines de départ où on a des maillages très lourds. 58 millions de cellules, quand on le divise sur quelque chose comme 500 cœurs, ça pouvait être bloquant, c'était bloquant, et ça fait partie des choses qui nous ont fait un peu perdre du temps, il faut reconnaître, mais qui permettent aussi d'améliorer le système, dont on sait aujourd'hui qu'il passe vraiment bien l'échelle, notamment du nombre de cœurs, s'il faut augmenter le nombre d'éoliennes et donc de taille de sillage. On a couplé, Louis a couplé Grid Flow Fast, qui était le travail initial de Baptiste, avec le code LES du NK, le code de Peter, pour prendre en compte la couche chimique atmosphérique. Et puis, bon, on a cette mise en place d'un démonstrateur multi-éolienne. Après, la question, c'est quelle suite à cette suite de projets EcoFarm Atmosfarm. Bon, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, une validation à l'échelle, une validation avec la prise en compte de cette couche chimique atmosphérique, que ce soit un cas un ou plusieurs éoliennes, offshore ou onshore. Et puis, ce qu'on prévoit aussi, c'est une amélioration du couplage. Le passage d'un couplage Gridflow open fast et non plus phase 8. On voit qu'il y a quand même un gain en précision de toute façon à attendre ici. Et puis, bon, une autre question, c'est est-ce que ce code de couche limite atmosphérique est suffisamment rapide? Est-ce qu'on peut pas trouver d'autres codes peut-être plus rapides encore? Est-ce qu'on peut gagner un petit peu là-dessus? Il y a aussi la question de tout court, accélérer Gridflow. Ça, c'est une autre question qui peut rester en suspens. Et donc voilà, on voit que là, il y a un outil quand même qui a été créé qui peut être prometteur, peut permettre, je pense, des simulations assez intéressantes en vue d'optimiser, de comprendre un peu ce qui se passe en termes d'interaction de sillage. Et je pense que je peux laisser la place aux questions. En tout cas, merci de votre attention. Merci beaucoup, Guillaume. J'ai tenu les temps ou... Ah oui, c'est bien. Parfaitement. Donc, il y a quelques questions. Déjà, un commentaire de Sandrine Aubrin, auquel je m'associe, hein, qui trouve que vous avez fait un super travail. Merci. Parce que c'est conséquent. Et c'est vrai que ça pose un problème que j'ai eu aussi, c'est la validation avec des données en situation sur des fermes pour valider ces modèles numériques. On est toujours un petit peu coincé. Et c'est pas évident de trouver justement des sites qui aient les systèmes de mesure et en plus qui les partagent. Ouais. Quand ils les ont, c'est souvent au niveau de la conception des machines. Ils sont pas forcément, ou des pales, et ils sont pas forcément très enclins à partager leurs résultats. Qui s'entend. C'est c'est toujours un peu compliqué. Alors, j'ai une question de Sandrine. Est-ce que, alors je la lis telle quelle, hein, avez-vous testé le couplage LES Grid Flow sans éolienne
pour voir comment se comporte l'écoulement de couches limites atmosphériques dans Gridflow. Alors oui, c'est cette partie un peu en bas. Je suis passé très vite dessus, hein. Je pense que c'est pour ça. Alors là, il faudrait demander à Louis, hein. C'est lui qui a fait ces tests-là et on ne peut pas être plus réaliste que le roi. Lui, il connaît le truc. Moi, je commande son travail. Je l'ai aidé, mais voilà. Je pense qu'il a regardé. Il faut qu'on creuse un peu. De ce que j'ai compris, il a regardé, mais pas de façon euh, ultra quantitative. C'est-à-dire que globalement, ça semble propager. Après, qu'est-ce que ça vaut? Ça, il faut qu'on passe encore du temps pour pouvoir voir un petit peu comment se propage cette turbulence. C'est une bonne question. Non seulement il faut qu'on regarde ça en termes de validation souris uniforme, mais en plus, en faisant, c'est le point qui est juste au-dessus, en faisant un raffinement local à ras du sol, à ras de la paroi, pour pouvoir capturer au mieux la couche limite. Je vais voir un petit peu ce qu'on peut obtenir, voir si on peut même faire éventuellement de l'AMR, vraiment du raffinement adaptatif local, basé sur un critère de vorticité ou autre, et qui permet par ailleurs, concentrer un peu plus de précision dans des bouffées turbulentes où ça mériterait d'être fait. Alors, il y a encore tout un travail à faire là-dessus, hein, je pense, qui est assez conséquent, qu'il était illusoire d'envisager pendant vu les ressources qu'on a demandées pour ce projet WeMake sur 1 an et demi, 18 mois, et puis il y a quasiment que Louis qui est là-dessus, et moi en appui, mais c'était compliqué d'aller jusque-là. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut pousser. Voilà. Ça serait intéressant de le faire, et ouais, ça manque un peu. Ok, bah, je te remercie. Une autre question de Benjamin Bouscas. C'est pareil, hein, je te la livre telle qu'elle est écrite. Que se passe-t-il dans Gridflow si on ne met pas d'éolienne? Est-ce que le modèle donne quelque chose de similaire au code LESS Oui, mais NCAR? c'est la même question, même réponse, hein, c'est ça. D'accord. C'est juste, c'est comme ça qu'on le validerait. Tout à fait. Mais faute de temps, il faut qu'on fasse. Enfin, Louis, il l'a fait, mais pas de façon encore. Enfin, il a fait suivi de la vitesse moyenne dans le domaine. Moi, ce qu'il faut, c'est montrer un petit peu les courbes, etc. Bon, bah, on va essayer dans le temps qui reste, s'il n'en reste pas beaucoup, mais de montrer tout ça. Une autre question de Sandrine qui aimerait que tu nous expliques un peu plus ce que représentent les zones de relaxation entre les deux domaines. En fait, l'idée, c'est de faire un passage. Oui, de faire un passage. Sur quoi je peux m'appuyer? Oui. C'est de faire un passage entre. Oui, on va prendre l'exemple opposé. Ce qui se passe en inlet, c'est qu'il n'y a pas de relaxation. On impose directement le champ de vitesse du code LES du NK. Ici, pour les frontières, si on impose directement la solution du NCAR, alors qu'est-ce que ça donne? Moi, je ne l'ai pas vu. Louis me dit, en termes de consistance, enfin, en termes de convergence, c'est pas terrible. Ce que je comprends sous le fait que, vu qu'on impose les vitesses en dur alors qu'il y a la paroi, il y a une non-cohérence entre ce que va dire Gridflow en voyant sa paroi, entre guillemets, et ce que va dire le code LES du NCAR. Notamment parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes tailles de mailles. Là, il faut peut-être que je passe une autre. Aura la frontière, si ça c'est la frontière, on a des DZ qui sont très raffinés côté LES, alors que Gridflow va rester avec, aussi pour limiter le temps de calcul, mais une grille relativement grossière. Et donc, il y a une perte d'information. En tout cas, les deux codes ne sont pas d'accord sur la qualité de l'information, sur en fait l'ordre de convergence, hein, l'ordre de consistance plutôt de l'information. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on fasse une relaxation. En fait, c'est une régularisation, c'est-à-dire qu'il y a une fonction qui vient faire passer de pleinement la réponse LES du code de Peter à la version pure readflow. C'est un heaviside lycée, hein, en gros, sous forme polynomiale ou autre. Mais c'est de faire passer du code LES au code readflow au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la paroi. Sauf que, bah, passer la zone verte, on est purement dans le gridflow, et à ras de la paroi, on est purement dans le code LES. Enfin, dans la solution de vitesse LES. Pardon. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Je pense, je vois pas d'autres questions. Alors moi, j'avais une autre question à te poser, qui est peut-être moins scientifique, Hmm. qui sont sur les perspectives du projet et notamment sa diffusion, j'allais dire, vers le domaine
vers le domaine industriel. Voilà. Quelles étapes, comment Alors, ça, c'est une Ah, question je t'interromps juste une seconde pour te dire que Sandrine a trouvé très claire ta réponse. Ah, très bien, impeccable. En fait, pour répondre à ta question, Dominique, là, il n'y a pas de. Clairement, on est en train de terminer ce projet Atmosfarm où on se dit que c'est pas mal. Surtout, on se dit, bah, effectivement, on a un outil là qui est suite aux travaux de Baptiste et de Louis, ils ont bien bossé, c'est pas mal, c'est vraiment super, hein. Et ce serait dommage de ne pas aller plus loin. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse valider pour voir un petit peu ce que ça dit déjà quand même. Ce qui serait bien, c'est effectivement, est-ce que ça peut être un projet européen, un projet, est-ce que ça peut être en lien avec des industriels et puis d'autres partenaires académiques qui seraient intéressés. Je pense à Benjamin qui a posé une question tout à l'heure, qui est chef de l'équipe INE. On a déjà discuté rapidement, mais je pense que lui, ça peut l'intéresser. Bon, il me dira ensuite à ce qu'il a vu là, parce que au passage, il se renseigne comme ça aussi. Ça lui permet de voir un petit peu le. J'ai jamais présenté ce résultat-là, ces projets-là avant. Il me dira peut-être qu'il y a des choses à faire avec des partenaires. Je ne sais pas. Ça, c'est un truc qu'il faut discuter. C'est ouvert parce que pour moi, ce serait dommage de ne pas aller plus loin. On a quand même un outil qui peut intéresser du monde. Maintenant, sous quelle forme à définir. J'allais dire surtout avec l'ouverture vers les mouvements de plateforme Oui. qui sont une vraie enfin, une difficulté, Oui. une complexité en tout cas qui va surgir immédiatement avec l'éolien flottant. Et Et on là, sait que on peut ça prendre en fait compte partie des nouveaux effectivement, défis. oui, là, on peut prendre en compte flotteur côté diphasique, il faut quand même prendre en compte la surface de l'eau. Il y a une thèse qui était sur le grid flow là-dessus. Faut, il reste du travail, mais sur la partie modélisation de l'éolienne elle-même en termes de flotteurs, de mâts, nacelles, etc., les acteurs, bon, les termes sources, on n'a pas pris en compte la question du mouvement, ça faut y réfléchir. Mais pour le reste, on ne voit pas trop de blocage, puis ce serait l'occasion aussi de développer l'outil dans cette direction-là. Donc, effectivement, ça peut avoir un potentiel intéressant pour les applications d'éolien flottant, ouais, je pense. Ouais, je lançais des pistes. Ouais. Euh, Non, je suis d'accord. une question de Monsieur Aina, bon, qui trouve que le travail est remarquable. Il aimerait un peu d'explications sur les modèles Less and Car. Est-ce que c'est du CDF? Quelles sont les différentes grilles spatiales qui sont utilisées pour les différents modèles? Alors là, très honnêtement, j'aimerais être spécialiste comme ça, mais là, ce n'est pas du tout mon domaine. Et, là, je vais devoir buter en touche, hein. Non, mais Euh, je, on peut peut-être garder la question, puis on verra comment lui c'est une- répondre. c'est- je pense que c'est une excellente question, mais c'est vrai que ce que je vous disais tout à l'heure en aparté avant de commencer, c'est que ça n'est pas spécialement mon domaine. Toute la partie atmosphérique, sur ce code-là, j'ai vu un peu sa structure, mais je n'ai pas creusé ni son utilisation ni autre. Et c'est vrai que je préfère m'abstenir de donner une réponse euh, à bout pour point, à la porte-pièce, alors que non, je pense que je ne suis pas en mesure de répondre. C'est plus simple. Je pourrais tenter, mais non. Je m'y refuse. Non, mais merci de ta franchise. Il y a Sandrine qui suggère aussi de retourner vers les deux thèses, c'est-à-dire Catlin et Pasquin. Alors oui, Il y a ah oui, certainement des là, éléments de réponse. oui, parce que c'est ce code qui a été utilisé, et, même dans la version que Louis Doutot a implémentée dans ce que je vous ai présenté, il l'a récupéré auprès de Yad Paskin. C'est la dernière D'accord. version qu'il Est-ce avait que en tu main. peux juste nous remettre la diapo où il y a les références de ces deux Ah travaux? oui, tout à fait. Voilà, comme ça, à défaut d'avoir une réponse là en live, il y a certainement des sources Ouais, ce là-dedans. sont les deux thèses qui ont été faites à partir de ce même code, en couplant avec ce code-là aussi. Alors, pas avec les mêmes méthodes, hein, en l'occurrence, pas avec Gridflow, hein, c'est tout à fait autre chose, mais c'est le même code LES du NK, notamment la version de l'IAD. Donc, il y aura certainement des éléments de réponse qui évitera qu'on Oui, reste. oui, oui, oui. C'est peut-être plus, oui, c'est une bonne idée. Plutôt donner les bonnes références. Merci de ton aide, Sandrine. Il n'y a plus d'autres questions. Tu as peut-être un petit mot de la. Je vais te laisser un petit mot de la fin. Bon, écoute, non, non, je pense que j'ai dit à peu près le message que je voulais transmettre, hein, le message, enfin, je fais un dernier arrondi peut-être là-dessus. Effectivement, le travail qui a été effectué successivement par Baptiste et par Louis durant ces deux projets consécutifs donne quelque chose
à mon avis, peut intéresser du monde, des industriels notamment, mais aussi des académiques, ou les deux, via du projet. Il y a des choses qu'on ne trouve pas partout dans cet outil qu'on a développé. Donc c'est une carte à jouer. Voilà. Après, c'est des choses qu'il faut discuter. Et, s'il y a du monde là qui nous écoute, qui sont intéressés pour discuter de tout ça et d'aller plus loin, eh bien, c'est peut-être un bon moyen, un bon tremplin. Voilà, et j'en profite pour dire que si vous avez des intentions de projet, si vous voulez participer à une suite à ce projet-là, il y a eu un appel du pied très clair de la part de Guillaume. Et de toute façon, WIMEC sera, sera là pour accompagner ça et trouver des solutions pour aller dans une des directions qu'on a évoquées. Hein. Il y a plusieurs pistes de Ouais. travaux. L'idéal, ce serait peut-être de tout faire, mais bon, faut être raisonnable et séquencer les choses Oui. parce qu'il y a pas mal de travail encore. Bah, et Euh, pas trop ambitieux, on l'a vu sur Ecofarm, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est vrai que bon, souvent on a envie de faire, d'aller très loin, et puis faut bien prendre en compte les ressources et le timing, ça peut prendre du temps ces développements-là, et donc ouais, être ouais. trop gourmand peut être risqué. Oui, oui, c'est quand même des travaux qui demandent du temps. Ah oui. Oui, et puis, Euh, oui, vas-y. ouais, puis qui peuvent être surprenants en termes de difficultés, où il y a des choses qui nous paraissent difficiles et qui finalement ne le sont pas, et vice-versa. Les pièges sont là, je dirais. Un grand merci Guillaume pour cette Plaisir. présentation. Un grand merci à vous tous pour nous avoir suivis, pour les questions que vous avez posées, pour l'échange qu'on a eu, même si j'en étais que le porte-parole, hein, mais c'est un peu la règle du webinaire. J'en profite pour vous parler du prochain webinaire. Vous pouvez tout de suite noter la date. Ce sera le 26 janvier, donc 2023, puisqu'on ne fait pas de webinaire en décembre. Ça tombe un peu pendant des périodes de vacances et de fêtes. Et on parlera et on vous présentera la formation continue de référent EMR, hein, donc qui est organisée par l'École centrale de Nantes en partenariat avec WIMEC. Et donc, ce sera Audrey Morillon du service de la formation continue de l'École centrale qui vous fera cette présentation. Et bien sûr, si vous avez des idées de projet, si, voilà, on est à votre disposition complètement. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie. Je te transfère beaucoup de merci pour la présentation de la part des gens qui t'ont écouté. Merci, avec plaisir. Merci à vous tous. Au Bonne revoir. soirée.